Je vais dire rapidement un petit mot pour présenter le séminaire. Je vais d'abord donc saluer tout le monde, messieurs et mesdames, bon après-midi. C'est un grand plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cette deuxième séance du cycle La Covid-19, regards et questions interdisciplinaires. Et je vais en profiter pour partager mon écran aussi, voilà, que vous devez voir. Donc, ce cycle de séminaire, il est organisé par Éric Guichard et moi-même, donc Patrice Abry, et il prend sa place dans le cadre des activités de l'ICSI, l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, qui est un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui est porté par de nombreux établissements rhône-alpins universitaires et qui est hébergé à l'École normale supérieure de Lille. Et la Covid-19 continue de frapper le monde et de préoccuper le monde. Si je crois les chiffres publiés régulièrement, il y avait hier soir 154 156 913 personnes qui avaient été déclarées positives à la Covid depuis le début de la pandémie. Et en moyenne, sur les 7 derniers jours, plus de 750 000 nouveaux cas. La pandémie est donc loin d'être derrière nous, me semble-t-il. Et si vous voulez d'ailleurs plus d'informations régulières et mises à jour quotidiennement sur la façon dont la pandémie se développe en temps ou en espace, vous avez accès via le site de l'ICSI, www.icsi.fr, à donc des mises à jour de l'estimation du taux de reproduction de la pandémie, le fameux R, soit sous forme de graphique en temps, soit sous forme de cartes animées et interactives. Dans ce contexte, l'objectif principal de ce cycle de séminaire, c'est de diffuser des savoirs issus de toutes les sciences. On entendra donc aussi bien parler d'épidémiologie et de virologie que d'analyse des données, d'économie, de sociologie ou d'épistémologie. Et les deux objectifs doubles, c'est de permettre des échanges entre les scientifiques de différentes disciplines aussi fructueux que possible pour la lutte contre la pandémie, et aussi de permettre des échanges aussi simples et directs que possible entre les acteurs de la recherche et les acteurs de la société. Et c'est dans ce contexte qu'on aura le plaisir aujourd'hui d'avoir une double intervention, une en virologie proposée par Bruno Lina, qui est professeur au CHU de Lyon et membre du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie, qui discutera de l'émergence du virus et de l'apparition de ces variants, suivi par Mme Cécile Bastidon, qui est maître de conférence au laboratoire d'économie appliquée et de l'Université de Toulon, et qui discutera des difficultés que peuvent avoir différentes autorités publiques à faire des choix optimaux, on l'espère, dans la gestion de la pandémie dans un contexte d'urgence. Comme à la première séance, vous pouvez poser vos questions via la zone de discussion de l'outil de visioconférence. Nous les rassemblerons et on les posera aux orateurs en fin d'exposé de manière organisée. Et sans attendre plus, je vais donc demander à Thierry Valser, qui est expert en infectiologie, de présenter le professeur Lina. Thierry, tu as la parole. Bonjour à tous. Alors avant de présenter le professeur Lina, en fait, je voulais présenter un petit peu le Centre international de recherche en infectiologie, en fait, dans lequel on travaille tous les deux. Donc, ce centre, en fait, il s'appelle c'est le CIRI. Il a été créé il y a à peu près 5 ans. Et c'est un centre, en fait, qui regroupe 24 équipes qui travaillent toutes dans le domaine de l'infectiologie, donc soit en virologie, en bactériologie ou en immunologie. Et donc moi personnellement, donc je dirige une équipe donc en immunologie au CIRI. Et donc depuis le début de l'épidémie, en fait, le CIRI est très mobilisé sur la question évidemment de la Covid-19 et en particulier les spécialités virologie et immunologie. Et donc Bruno Lina en fait dirige une équipe de virologie donc au CIRI. Partie d'une des 24 équipes du CIRI. Et donc Bruno Lina, vous avez peut-être entendu son nom dans la presse parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, et notamment parce qu'il est membre du conseil scientifique qui conseille en fait le gouvernement sur toutes les questions
liées à la gestion de la pandémie. Et donc, Bruno Lina, par ailleurs, il est donc PUPH aux Hospices civils de Lyon pour sa partie hospitalière. Donc, c'est un clinicien-chercheur. Donc, il fait sa partie recherche au CIRI et sa partie donc, clinique aux HCL. Il est biologiste, donc médecin biologiste de formation, et aussi il a obtenu évidemment une thèse pour être PUPH aux HCL. Et il dirige également le Centre national de référence donc des pathogènes respiratoires. Et à ce titre, il a été mobilisé extrêmement rapidement donc, dans cette crise de la Covid-19. Et le laboratoire en fait, qui s'appelle VIRPAT, donc, que dirige Bruno Lina, a notamment parmi les premiers en fait, séquencé le génome du virus. Donc, Bruno, il est également donc, auteur de plus de 300 articles dans le domaine de la virologie et des maladies infectieuses. Et donc, c'est un membre très important de la spécialité virologie au CIRI. Et donc, eh bien, pour le reste, je le laisse expliquer lui-même ce qu'il a fait au cours de cette pandémie. Merci Thierry. Donc, non, je ne vais pas expliquer ce que j'ai fait dans cette pandémie parce que sinon, il faudrait beaucoup plus de temps que ça, sachant que ça fait 1 mois et demi que finalement, je ne fais rien d'autre que ça toute la journée. Donc, ça prendrait beaucoup de temps. Mais en tout cas, merci pour la présentation. Donc, ce qu'en revanche, je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer un petit peu quel est le suivi, quel est le chemin qu'a suivi ce virus et comment on peut se projeter un petit peu dans l'avenir par rapport à ce que l'on subit actuellement. Et je vais essayer de finir avec une note, vous verrez, peut-être un petit peu optimiste, même si il faut rester prudent parce que l'histoire n'est pas encore parfaitement terminée et surtout, c'est une histoire qui va durer longtemps. Et il faut bien comprendre que cet épisode pandémique très exceptionnel, qui porte vraiment le nom d'épisode extraordinaire, un certain nombre de personnes imaginent maintenant que c'est des situations qu'on va vivre de façon régulière tous les 5 ou 10 ans. Non, c'est une situation très exceptionnelle qui se voit une fois par siècle et parfois même moins. Et c'est vraiment enfin, un temps à la fois sur le domaine de la recherche et sur le domaine de la compréhension de beaucoup de choses, extrêmement particulier et extrêmement riche, mais extrêmement fatigant. Donc, si je peux avoir ma présentation, je suis navré, donc je ne maîtrise pas ma présentation puisque je suis à distance et que j'ai eu du mal à me connecter à cause du pare-feu de l'hôpital. Si quelqu'un peut passer. Je vais donc la mettre à l'écran, là vous devez la voir. Voilà, on la voit très bien. Merci. Voilà. Par contre, je ne peux pas du tout prendre la main de mon téléphone, hein, ce n'est pas possible. D'accord, donc vous me dites d'avancer sur les transparents à votre guise. Voilà. Donc, c'est l'idée, effectivement, enfin, je ne sais pas si le mode de présentation est le plus adéquat à celui-ci, mais ce n'est pas grave. C'est de faire un petit peu les actualités et les perspectives sur la dimension qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup, qui est la notion de comment émergent ces variants, que sont ces variants. Donc, si je peux avoir la diapo d'après, s'il vous plaît. Alors, en fait, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que les histoires d'introduction de coronavirus, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Et effectivement, lorsque l'on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé et qu'on reprend un tout petit peu l'historique de ces virus, premièrement, des coronavirus, il en existe chez l'homme et chez l'animal de façon extrêmement abondante. Il y a un réservoir gigantesque de coronavirus chez les chauves-souris, mais il en existe aussi chez les rongeurs, les mustélidés. Et ce que l'on sait aussi, c'est que c'est des virus qui sont capables d'évoluer sur un contexte de pandémie. Et cette pandémie, elle est liée à l'introduction à partir d'un réservoir. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient de s'écrire. On n'est pas en mode plein écran on est sur un mode présentation où la diapo suivante est voilà. Voilà. Ici, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Et vous pouvez pas basculer le diaporama. C'est mieux là ou pas? Oui, là, c'est mieux, mais on n'est pas sur un mode diaporama. Alors, le mode diaporama. Donc... Voilà. Si vous êtes passé dessus, c'est le 4e icône en bas.
Celui-ci. Celui-là. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux là ou pas? Non, non, parce que ça remascule sur un mode de Alors, présentation. là, c'est moi qui suis à court d'idées. Alors, à moins que. OK. Alors, j'essaie autre chose. Stop sharing. Je vais repartager différemment. Essaye un mode plein écran, peut-être. Est-ce que là, c'est mieux? Non, toujours pas. C'est pareil. Décidément. Alors là, c'est moi qui ne suis pas un pro de, de PowerPoint. Le problème, c'est que si je fais ça, je bascule sur l'autre écran. Et je ne sais pas comment changer d'écran. Donc, soit on reste comme ça, soit… Sur le format précédent, c'était peut-être… Ah, format précédent. Et là, on est comment? Non, là, on se revoit en vidéo, c'est ça. Alors, j'essaye autre chose. Disposer de plusieurs écrans pour arriver à ce qu'on veut. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Non. oui, c'est bien là. Oui, oui, c'est parfait. Là, vous voyez… Oui, c'est parfait. C'est Ok. parfait. D'accord. Donc, en fait, c'était pour, et merci, hein. C'était pour juste revenir sur le fait que lorsque l'on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé, alors en faisant abstraction du SARS-CoV et du MERS-CoV, hein, qui sont les deux dernières lignes, on a quand même au moins pour 4 coronavirus humains responsables d'infections bénignes et qui circulent de façon ubiquitaire et saisonnière, eh bien, des épisodes d'introduction qui probablement, pour le dernier en tout cas, pour le virus OC43, qui est la troisième ligne, une introduction au cours d'une pandémie à la fin du 19e siècle et probablement en 1890. Et on voit que depuis, ce virus a continué à circuler chez nous et il est ubiquitaire, saisonnier et responsable du rhume banal et d'infections chez l'enfant qui sont des infections extrêmement simples. Donc, ce que l'on peut penser, c'est que l'évolution à terme du SARS-CoV-2 sera probablement le même que celui qui a été observé avec ces 4 coronavirus, c'est-à-dire qu'à terme, ça va devenir un rhume banal et qui ne sera plus du tout responsable des tableaux qu'il donne en ce moment. Diapositive suivante. Sur le virus stricto sensu, on a appris quand même énormément de choses. Premièrement, c'est un virus, et c'est ce que vous montrent les deux panneaux de gauche, hein, qui sont des panneaux qui viennent du laboratoire. Ce virus, il a un potentiel de multiplication dans les voies aériennes supérieures et dans les voies aériennes inférieures de l'homme qui est extraordinaire. Donc, dès son émergence, ce virus était parfaitement adapté pour pouvoir se répliquer chez l'homme. Et lorsque l'on a fait l'analyse un tout petit peu de ce virus et de son contenu, eh bien, on se rend compte que c'est bien un coronavirus. Et d'ailleurs, vous voyez que dans les images de microscopie électronique, on retrouve cet aspect de virus avec une couronne, d'où le nom de coronavirus. Et cette couronne, elle est liée au fait qu'il y a à présent, en moyenne, à la surface de chaque virus, une trentaine de protéines S, qui sont des protéines dites spicules, qui sont, ou spike en anglais, qui sont des protéines multifonctions qui servent à la fois à l'attachement et à l'entrée du virus dans la cellule.
Et il n'y en a qu'une trentaine présentes à la surface de ce virus. Et une chose qui est intéressante, c'est que ces virus, elles sont métastables, ces protéines sont métastables et elles se dégradent dans le temps en perdant leur capacité de fusion, qui est la deuxième fonction de cette protéine. Après l'attachement, c'est la fusion. Et qu'un certain nombre de protéines qui sont représentées aussi en orange sont des protéines qui perdent leur capacité de fusion. Ce qui veut dire que ces virus sont capables de devenir âgés en quelque sorte, ils deviennent en quelque sorte sénescents et ils perdent leur infectiosité lorsqu'ils sont présents à la surface de certains produits ou surfaces. Diapositive suivante. Ce virus a un génome qui est assez long, environ 30 000 nucléotides, et qui est composé d'un certain nombre de gènes qui se succèdent les uns avec les autres. Une part très importante de ces gènes sont des gènes non structuraux, en particulier la polymérase, mais d'autres gènes accessoires aussi. Mais en revanche, pour ce qui concerne le moment de l'émergence et le moment de l'évolution de ces virus, c'est finalement la partie de la protéine S qui nous intéresse le plus, la protéine spike, qui est la première protéine en vert. Et cette protéine, elle comporte plusieurs domaines qui, de gauche à droite, comportent d'abord ce qu'on appelle le N-terminal domaine de la spike, qui est un domaine important d'un point de vue immunitaire parce qu'il est capable de porter un certain nombre d'épitopes, mais c'est aussi un domaine qui est extrêmement variable. Et ce domaine variable, il peut subir des délétions. Et on connaît par exemple des coronavirus animaux qui ont délété complètement cette partie du N-terminal domaine. Juste après se trouve ce qu'on appelle le RBD, qui est le Receptor Binding Domain, au sein duquel on retrouve un microdomaine, qui est le domaine d'attachement au récepteur. Et c'est dans ces régions-là que se trouvent les cibles des anticorps neutralisants les plus performants. Et puis après, quand vous allez un petit peu plus loin sur la spike, vous allez trouver le peptide de fusion, hein, le FP, le fusion peptide, qui suit le site de clivage. Et ce site de clivage est dépendant de la furine. Et dans le virus SARS-CoV-2, ce site de clivage, il a été très légèrement modifié par rapport à des virus classiques. Il est polybasique. Et ce qui facilite son clivage, cette maturation et probablement la transmission. Donc on voit que c'est un virus qui finalement, quand il a émergé, possédait déjà toute une série de caractéristiques extrêmement classiques des coronavirus liés à l'homme. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la partie RBD est en fait une partie qui était déjà parfaitement adaptée à l'homme au moment de son émergence, puisque ce récepteur était capable de se lier au récepteur ACE2. Cette protéine était capable de se lier au récepteur ACE2, qui est un récepteur ubiquitaire présent sur de très nombreuses cellules, avec une affinité qui est excellente, et la biologie du virus était adaptée pour les cellules mammifères. Donc, c'est diapositive suivante. On voit que dans le temps d'entrée et d'introduction du virus dans la population humaine, finalement, ce temps initial de l'émergence, en quelque sorte, qui est la sortie du réservoir, qui probablement est la chauve-souris, en tout cas pour le réservoir initial, et le pangolin ou un autre, et c'est probablement plutôt un autre animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, mais qu'on voit que dès le moment où il y a eu un certain nombre de cas dans la province de Hubei et plus particulièrement à Wuhan, eh bien, ce virus était déjà parfaitement adapté et pouvait donner des chaînes de transmission, ce qui a généré le début de la phase épidémique initiale au moment du mois de décembre, avec probablement comme point de départ ce marché d'animaux vivants dans la ville de Wuhan. Et quand on regarde un tout petit peu le calendrier, et c'est à dessein que j'ai mis le calendrier à la date du 21 janvier, on voit qu'on a finalement une diffusion qui est extrêmement locale, plus quelques cas d'introduction qui se sont faits en Asie, au Japon, en Corée, en Thaïlande, et puis aussi aux États-Unis, mais tous les cas qui étaient observés de Chine étaient des cas d'importation. Et à partir de la fin du mois de janvier, c'est la diapositive suivante, on a une diffusion extrêmement rapide du virus, puisque vous voyez qu'en 4 jours, finalement,
alors que ce virus n'était détecté que dans un tout petit nombre de pays, on commence à le détecter dans un nombre beaucoup plus important de pays, dans tous les continents. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'aucun des continents n'était épargné, et on en est bien à un mois et demi de l'émergence de ce virus, et commence à s'installer des chaînes de transmission. Et les premières chaînes de transmission qui ont été observées, c'était au Japon, en Corée, en Italie et en Grande-Bretagne. Et on voit que les chaînes de transmission se sont finalement installées assez rapidement. Et cette phase de diffusion du virus était associée à une petite évolution du virus, diapositive suivante. Cette évolution, elle a été identifiée sur la base de séquences génétiques complètes des virus, qui a été initialement mise en œuvre extrêmement rapidement et qui montre que par rapport au génotype du virus initial, c'est une façon de représenter l'ensemble des séquences des virus qui sont déposées sur la base GIZ et de montrer les liens qui existent entre ces différents virus. Le virus initial possède le génogroupe L, qui est le groupe en blanc. Et très rapidement, deux petits sous-groupes ont été identifiés, le groupe V et S, qui étaient liés à des mutations qui survenaient dans des gènes internes. Mais rapidement est apparue une mutation dans la protéine Spike en 614 qui a généré l'apparition d'un groupe, du génogroupe G, qui lui-même a été sous-divisé après en plusieurs sous-groupes. Et ce génogroupe G, comme vous le voyez, c'est celui qui s'est répandu parce qu'en fait, en faisant l'acquisition de cette mutation en D614, eh bien, le virus a acquis un potentiel de transmission un tout petit peu plus élevé. Et surtout, il a modifié légèrement la biologie de la protéine Spike en permettant une ouverture un petit peu plus grande du trimère de la protéine Spike et qui facilite l'accès au récepteur ACE2 de cette protéine. Donc, on voit que ce virus a finalement changé un tout petit peu sa biologie au niveau de la protéine Spike pour faciliter l'infection. Et de fait, ce virus est devenu majoritaire. Et cette évolution du virus a coïncidé avec cette diffusion à l'échelle planétaire. Diapositive suivante. Et très rapidement, c'est à partir de ce groupe génétique donc, qui a acquis cette mutation en D614 qu'on a vu progressivement un certain nombre d'autres mutations apparaître de façon relativement aléatoire. Alors, elles ont été essentiellement observées et suivies dans la protéine S parce que c'est probablement là qu'on se disait que ces évolutions les plus importantes seraient observées. Et donc, dans cette protéine, finalement, je vous représente ici un certain nombre d'évolutions. On voit qu'il y a eu au niveau européen un génogroupe qui est apparu, qui apportait une mutation supplémentaire en S477, qui ne modifiait ni l'antigénicité, ni la diffusion du virus, mais qui est un clade génétique qui a été sélectionné en Europe positivement. Les autres clades historiques n'ont pas évolué. On a vu aussi un certain nombre de mutations observées dans les différents groupes génétiques G et GV, mais il y a surtout le groupe GR, qui est le groupe le plus important, qui est en fait le groupe génétique qui circulait de façon majoritaire en Grande-Bretagne, qui est représenté, c'est la structure qui est représentée en haut et à droite. C'est la structure qui a le plus évolué et vous voyez apparaître ici dans cette séquence protéique de la protéine Spike une mutation qui est la N501 et qui était soit en S, soit en Y, c'est la 4e ligne. Et on voit qu'en Grande-Bretagne, finalement, au cours d'une épidémie importante, eh bien, ces différentes solutions ont été proposées au virus qui, in fine, a conduit à l'émergence d'un variant qui a été sélectionné et qui portait cette mutation N501Y associée à d'autres substitutions. Et c'est ce groupe génétique qui a fait ce qu'on a appelé le variant britannique. Et on voit que, diapositive suivante, cette évolution génétique des virus, finalement, lorsque l'on regarde, elle s'est observée temporellement à un moment très particulier, qui est un moment où le virus diffusait totalement à l'échelle planétaire, tous les pays étaient touchés, il commençait à y avoir une pression immunitaire qui naissait, et cette pression immunitaire, elle a osé, en Grande-Bretagne,
entraîner une modification dans la capacité du virus à se transmettre, et c'est le variant UK qui est la deuxième ligne, le B117, qui est apparu, et vous voyez ici donc la diversité de ces virus qui est apparue à la fin du mois de septembre, début octobre. Mais si vous regardez, il y a deux autres variants d'intérêt que vous connaissez très bien maintenant, qui est le variant Afrique du Sud en rouge et les variants Brésil P2 et P1 en jaune et en orange. Et ce que vous pouvez noter, c'est que dans cet arbre phylogénétique temporel, l'ensemble de ces variants, P117, P1P2 et B1351, eh bien, ils émergent en même temps. Ils émergent en même temps dans 3 régions du globe différentes, et on peut aussi parler éventuellement de l'émergence du variant californien qui est le B1429 en vert, qui lui aussi apparaît durant la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que tous ces virus émergent en même temps. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils subissaient tous une pression immunitaire qui a entraîné une nécessité d'évolution du virus pour qu'il puisse continuer à circuler au même niveau que ce qu'il faisait avant. Mais pour cela, le virus a choisi 2 solutions. Diapositive suivante. En fait, il a choisi une première solution qui est de développer ce qu'on appelle un variant de transmission. Et ce variant de transmission, le prototype, c'est le virus britannique. Et il a aussi produit un variant d'échappement immunitaire. Et là, le prototype, c'est le variant Brésil. Et il y a aussi la génération de variants combinés. Et là, le prototype, c'est le variant Afrique du Sud. Et en fait, quand je vous parle de variant combiné, c'est un variant qui combine à la fois une augmentation de sa transmission et une capacité d'échappement immunitaire, ce que les variants UK et Brésil individuellement ne font pas, puisque le variant Brésil est essentiellement un variant d'échappement immunitaire, alors que le variant UK est essentiellement un variant de transmission. Et donc, on comprend tout de suite que finalement, à plus long terme, le variant qui pose une difficulté, c'est le variant Afrique du Sud, puisque à la fois, il a une augmentation de sa transmissibilité et une augmentation du risque d'échappement immunitaire, du fait notamment de modifications, comme je vous l'avais dit, dans le N-terminal domaine et dans la protéine, la zone du RBD de la protéine SPAC. Diapositive suivante. Si on essaye de positionner un tout petit peu ces modifications qui sont représentées ici dans la zone d'interface entre l'ACE et le récepteur binding domain, eh bien, si vous regardez la solution qui était proposée en wild type, qui correspond finalement au virus originel qu'on appelle le virus Wuhan, eh bien, le premier variant d'échappement immunitaire observé, c'est la mutation 484K, qui se trouve en bleu ciel. Et c'est la première mutation qui est celle qui a été identifiée comme étant en capacité d'induire un échappement à une immunité préexistante par une infection avec le virus wild type. La deuxième mutation dont je vous ai déjà parlé, qui est sur la figure en violet, c'est la N501Y, qui, elle, joue un rôle dans l'attachement et par cette modification, en fait, l'affinité du récepteur, l'affinité de la protéine S au récepteur ACE2 est augmentée de façon très significative et en même temps, la transmissibilité du virus est améliorée et on a donc avec cette modification une augmentation de la transmissibilité et le variant britannique est transmissible avec une augmentation de 60% par cette simple mutation du fait par rapport au virus wild type de Wuhan et c'est ce qui a expliqué son explosion au début de l'année en France. Et puis après, vous avez des virus qui combinent. Donc, vous avez le 501Y et le 400 le 484 qui est représenté de façon un tout petit peu différente puisque ce n'est pas la même orientation que lors de la présentation sur la protéine bleue, où là, on a affaire au variant brésilien qui donc présente une certaine part d'échappement immunitaire et une augmentation de la transmissibilité, mais c'est surtout celui d'à côté qui est le 417 plus 484 plus le 501, qui est le variant Afrique du Sud, qui, lui, par les 2 mutations 417 et 484, entraîne un échappement immunitaire significatif, mais aussi par la combinaison 417-501,
une augmentation de sa transmissibilité. Et donc, on voit bien que c'est ce virus-là qui présente l'ensemble des caractéristiques qui posent un problème dans le moment de l'évolution des virus, à la fois par une meilleure transmissibilité et à la fois par un échappement immunitaire. Et cette sélection des variants de transmissibilité, elle a été faite en particulier dans les espaces où il a été appliqué de façon extrêmement stricte des mesures de freinage de la circulation du virus, et notamment le port du masque et la distanciation physique. Et c'est finalement dans ces populations qui appliquaient plutôt bien ces mesures de freinage que ces virus ont eu tendance à émerger. C'est pour ça qu'il a finalement émergé en Europe. Mais on voit bien, c'est la diapositive suivante, que pour ce qui s'agit du variant britannique, lorsque vous regardez un petit peu la proportion relative de circulation de ce variant en France, c'est un travail qu'on a fait conjointement avec l'équipe de Simon Kochmez à l'Institut Pasteur, eh bien, très précocement, dès le début du mois de janvier, on a vu que ce virus qui avait été introduit en France le 13 décembre, c'est le premier isolat qui a été détecté le 13 décembre, eh bien, dès le début du mois de janvier, il représentait entre 2 et 3% des virus détectés en France. Et sachant que fin janvier, il représentait environ 12% de ces virus, on était capable de projeter une évolution dynamique de la circulation de ce virus pour dire qu'à la fin du mois d'avril, il représenterait entre 85 et 90% des virus qui étaient détectés en France, et c'est d'ailleurs ce qui a été observé. Donc aujourd'hui, les lignages viraux qui circulaient avant le variant britannique ont pratiquement tous disparu au profit du variant britannique qui maintenant représente les 9/10 des virus détectés à la fois en France et en Europe. Diapositive suivante. Donc c'est juste pour illustrer donc cette capacité des virus à émerger dans un contexte de pression, soit par l'utilisation des mesures d'hygiène et des mesures barrières, mais aussi du fait de la pression immunitaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est la mécanique qui a suivi l'émergence de l'apparition du variant brésilien. Et en fait, c'est typique d'une émergence liée à une évolution épistasique à l'intérieur de la protéine S. Parce que lorsque vous regardez, et c'est les 3 panneaux de droite, en bas à gauche, pardon, les 4 panneaux en bas à gauche, on a progressivement une diversité génétique qui est sélectionnée, et cette diversité génétique oriente le virus vers un certain échappement immunitaire et une capacité de réplication, comme je vous l'avais dit. Et au bout du compte, sont représentées l'ensemble des mutations avec les barres rouges et noires sur le panneau en haut gauche, hein, le panneau droit. On voit qu'il y a donc un certain nombre de mutations qui ont été accumulées en point final lorsqu'on a fait la séquence du virus. Mais lorsque l'on regarde, et c'est le graphique qui est le graphique B, lorsqu'on regarde les différents événements, on voit que pour arriver au point final, il a fallu suivre un certain nombre d'étapes avec des mutations qui se sont installées progressivement les unes après les autres. Et c'est le contexte général qui a permis la stabilisation de ce variant brésilien avec l'accumulation des différentes mutations. Et on voit qu'un certain nombre de ces mutations ont dû apparaître en séquence. Certaines étaient très importantes et d'autres probablement moins. Et c'est la conjonction des mutations qui emmène la dernière courbe vers le haut qui permet vraiment de stabiliser ce variant brésilien et de lui permettre une extension extrêmement importante sur l'ensemble de la région Afrique du Sud maintenant. Donc c'est bien, comme je vous le disais, un mutant qui participe essentiellement du principe de l'échappement immunitaire, partiellement de la transmission, mais surtout de l'échappement immunitaire, que c'est une évolution épistasique, c'est-à-dire qu'il y a eu en séquence plusieurs mutations qui ont dû se mettre en place dans un ordre précis pour sélectionner positivement ce virus. Et une fois que ce virus était construit, il s'est trouvé avec un très bon fitness et derrière, il s'est répandu dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. Diapositive suivante. Et au bout du compte, eh bien, lorsque l'on regarde, effectivement, hein, c'était un petit peu ce que je vous avais dit, on a des caractéristiques sur des variants qui émergent dans 3 régions différentes, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Or, si vous regardez les mutations clés de l'ensemble de ces virus que l'on observe, il y a une convergence évolutive. C'est-à-dire que tous ces virus, dans ces 3 endroits différents, à des degrés différents, ils ont choisi les mêmes solutions
pour développer un mutant d'échappement, soit immunitaire, soit transmissible. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, ces mutations, elles sont retrouvées partout. Et aujourd'hui encore, lorsqu'émergent des variants, et on aura l'occasion de parler un tout petit peu du variant indien aussi tout à l'heure, eh bien, c'est les mêmes points de mutation qui évoluent. Ce qui signifie que dans le virus de départ, je vous ai dit qu'il y avait une mutation qui était survenue initialement en 614 qui avait permis d'augmenter la transmissibilité du virus. Ça, c'était le premier stade. Le deuxième stade évolutif, c'était l'apparition de ces variants par pression militaire et par pression de sélection. Et on va rentrer maintenant probablement dans un quatrième stade qui va être un stade de sélection additionnelle, mais j'y reviendrai un tout petit peu. Mais on voit que ce n'est pas trois virus différents qui émergent, c'est finalement le même virus initial qui propose des solutions relativement identiques pour développer des mutants d'échappement à l'échelle planétaire. Diapositive suivante. Et on ne peut pas se limiter à simplement ces trois variants parce qu'il en existe d'autres. Sachez que dans le variant britannique actuellement, un certain nombre d'entre eux sont en train d'acquérir la mutation 484 et on en détecte en France. Donc vous voyez, je vous parle encore de la convergence évolutive. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres variants qui ont été observés, les variants notamment, je vous en ai parlé au niveau américain, californien et New York. Eh bien, ces variants-là, en fait, ils ont fait une autre mutation. Le variant New York, c'est le B1-429 qui est en vert. Et il a fait une mutation qui est en 452, c'est un R en 452. Et cette mutation-là, elle est assimilée quelque part à une évolution similaire à celle de la 501. C'est une mutation qui est essentiellement tournée vers l'affinité au récepteur, mais cette affinité au récepteur, elle est moins importante en termes de modification que ce qu'on observe avec la mutation en 501Y. Mais donc, ce virus avait proposé une autre solution pour augmenter son attachement. Et sachez que le variant indien, les variants indiens, puisqu'il y en a trois, eh bien, ont aussi développé cette mutation en 452 en même temps que la mutation en 484. Donc, de nouveau, vous voyez, il y a une espèce de convergence évolutive de l'ensemble de ces lignées et de l'ensemble de ces virus. Diapositive suivante. Ce qui est très important de comprendre pour la suite de l'évolution, c'est jusqu'à quel point ces virus antigéniquement sont différents. Et est-ce que finalement la montée de la pression immunitaire que l'on a immanquablement du fait du nombre d'infections qui devient très important, quand vous êtes infecté, vous devenez résistant théoriquement à une réinfection par ce virus, eh bien, ou lorsque vous êtes vacciné, eh bien, est-ce que ce premier tour d'immunisation va nous permettre de neutraliser efficacement ces différents variants. Et ce que l'on a essayé de faire, c'est de présenter dans un espèce de schéma simplifié, ici c'est un très joli article de Cell de Garcia Beltram, je vous engage à aller le lire, où on montre que dans des données purement in vitro, eh bien, clairement, l'ensemble des virus qui circulaient jusqu'à ce qu'on regarde vraiment de plus près les variants Brésil et surtout Afrique du Sud, qui sont P1 et B1-351, finalement, la neutralisation croisée était relativement bonne encore et il y avait une bonne affinité au bout du compte et une bonne neutralisation avec les anticorps détectables dans le sérum des patients. Et ce que l'on voit, c'est que clairement, avec P1 et B1-351, il y a une réduction du pouvoir neutralisant des sérums désinfectés et des vaccinés, sans que toutefois ça devienne zéro. Et là, c'est représenté avec les schémas de vaccination une dose et deux doses, mais ça vaut aussi pour les immunités, puisque le niveau de protection est sensiblement le même. Donc, il y a une question, notamment avec le B1-351, le variant Afrique du Sud, pour savoir si on est dans un contexte où on perd l'immunité croisée. Eh bien, il y a un certain nombre de travaux récents qui sont plutôt rassurants, qui nous montrent qu'en fait, il y a une immunité croisée résiduelle, à la fois humorale, mais surtout cellulaire, qui persiste pour l'ensemble de ces virus. Donc, on n'est pas devant l'apparition d'un nouveau virus qui serait capable de redonner un tour d'infection complète pour tout le monde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, par ailleurs, un des éléments très importants, c'est là encore, ça renforce le rôle clé que présentent ces deux mutations 417 et 484 en termes de réponse immunitaire. Sur les premiers anticorps monoclonaux qui ont été commercialisés, eh bien, on se rend compte que deux d'entre eux,
qui étaient les plus performants, eh bien, perdaient totalement leur efficacité lorsqu'il y avait une mutation 484K, c'était pour le LeCov 555, et pour la mutation K417N, c'est pour le LeCov 016. Et on voit que c'est vraiment des points immunitaires chauds vis-à-vis de la protéine spike et du RBD en particulier, et que c'est pour ça que ces régions sont sous pression, mais il est probable que le nombre de solutions à proposer dans ces régions n'est pas très important, comme je vous le disais, et que finalement, c'est toujours les mêmes choses qui sortent, et donc au bout d'un moment, ces virus vont se stabiliser. Diapositive suivante. Alors, qu'en est-il du niveau de circulation des variants en France? Eh bien, le variant britannique, comme je vous l'ai dit, il représente, c'est la carte de gauche, hein, il représente l'essentiel des virus détectés, plus de 90% des virus détectés, je dirais 85% des virus détectés en France actuellement sont du variant britannique. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est le virus majoritaire, très clairement. Mais on a les autres virus qui circulent, et c'est ce que vous donne la carte de droite, avec des niveaux de circulation beaucoup plus faibles, même si dans certaines régions, on sait, et c'était le cas notamment en Mayenne, que le variant Afrique du Sud était très présent et qu'il représentait parfois même près de 40% des cas d'infection, et ceci c'était à la fin du mois de janvier, début du mois de février, un moment où le variant britannique n'était pas présent de façon aussi importante que ce qu'on a observé. Et une des questions qu'on se posait, c'est comment, d'un point de vue dynamique, ces deux variants allaient se comporter l'un par rapport à l'autre. Diapositive suivante. Et au bout du compte, ce que l'on a pu observer, et c'est les données de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, c'est que quand vous regardez les deux courbes, la courbe de orange, c'est la courbe de prévalence du variant Afrique du Sud, et la courbe bleue, c'est celle du variant britannique. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que l'avantage finalement aujourd'hui du variant britannique en termes de transmission est tellement important que l'avantage d'échappement immunitaire qu'a le variant Afrique du Sud, même s'il a aussi un léger avantage de transmission, ne fait pas le poids, et que dans des espaces de compétition en quelque sorte entre ces deux variants, eh bien, le variant britannique est celui qui a un potentiel de diffusion beaucoup plus important. Donc on a vu disparaître petit à petit, mais pas complètement, la circulation du variant Afrique du Sud dans ces deux régions où il était très abondant. Diapositive suivante. Mais là encore, alors c'est une diapo qui est illisible, mais ce n'est pas grave, vous pouvez la retrouver sur le site de la Société française de microbiologie. La seule chose que je veux vous dire et qui vraiment conforte l'idée que j'essaye de passer aujourd'hui, c'est que quand vous regardez l'ensemble des lignages qui circulent en France, voilà l'ensemble des lignages qui circulent en France. La première colonne, c'est le lignage historique qui ne circule pratiquement plus, qui s'appelle EU2, et tous les autres sont les lignages dits variants, avec différents niveaux de circulation. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans l'immense majorité de ces virus, finalement, 4 ou 5 mutations sont retrouvées de façon quasi systématique, et il s'agit de la 417, il s'agit de la 452, il s'agit de la 484 et il s'agit de la 501 en bleu. Et on voit qu'il y a une mutation aussi qui est observée au niveau du site de clivage de la furine en 681. Mais c'est de nouveau l'idée que dans le contexte de la pression immunitaire qu'on observe aujourd'hui, il y a différents variants et différentes mutations qui peuvent être observées avec des virus qui deviennent transmissibles, mais les solutions trouvées par ces différents virus font que c'est toujours les mêmes mutations qui sortent. Et d'un point de vue génétique, certes, ces virus sont différents, mais d'un point de vue antigénique, ils présentent de très fortes homologies, ce qui fait dire aujourd'hui qu'a priori, si on développe un vaccin à partir du variant Afrique du Sud, on couvre probablement l'ensemble de ces lignages-là. Diapositive suivante. Et c'est vraiment, voilà, c'est pour vous focaliser sur l'ensemble de ces mutations d'intérêt, à mon avis, qui sont celles qui sont retrouvées. Et vous allez voir qu'on fait évoluer la politique de criblage en France. Et cette politique de criblage va reposer sur la détection de ces points de mutation, et en particulier deux qui vont nous intéresser, la 484 et la 452. Diapositive suivante. Donc, on voit que la logique d'évolution de ce virus, c'est finalement maintenant probablement d'aller vers une
vers un échappement vaccinal. L'échappement vaccinal, il est inéluctable du fait de la pression immunitaire et du potentiel évolutif. Mais on a quelques bonnes nouvelles. C'est que globalement, les vaccins ARN messagers qui sont utilisés présentent une bonne stabilité de production d'immunogénicité. Et il y a un article qui est sorti encore hier, il me semble, qui montre que les vaccins ARN messagers Pfizer fabriqués avec la souche Wuhan sont des vaccins qui permettent une très bonne protection croisée et il y a plus de 70% de protection résiduelle. On voit donc qu'il n'y a pas un échappement immunitaire majeur. Pour ce qui s'agit du variant britannique, comme je l'ai dit, il n'y a aucune différence antigénique, donc l'efficacité vaccinale est exactement la même qu'avec la souche. Et il faut donc juste surveiller cette perte de protection avec des anticorps sériques pour les variants Afrique du Sud et pour le variant brésilien, essentiellement lié à la 484. Les données d'efficacité clinique vaccinale sont encore incomplètes, même si, comme je vous l'ai dit, il y a quelques papiers qui viennent de sortir. Diapositive suivante. Donc, c'est pour conclure, il faut bien comprendre que ces virus, comme vous l'avez vu, s'ils subissent des évolutions, c'est parce qu'ils ont une finalité évolutive, même si un virus n'a pas de cerveau. La première finalité a d'abord été d'échappement au contrôle par les mesures de blocage et de transmission, hein, ce qu'on appelle les non-pharmaceutical interventions en anglais, les interventions non pharmaceutiques, hein, c'est-à-dire tout ce qui freine la diffusion du virus sans être un médicament ou un vaccin. Ça, c'est la première évolution des virus et ça représente essentiellement ce qui s'est passé avec la mutation 501. Et puis, une logique d'échappement à la pression immunitaire avec le rôle clé que représente la mutation en 484. Les données aujourd'hui sur les différentes mutations et leurs impacts s'accumulent. Hein. Je vous ai parlé de la 452, je vous ai parlé de la 417, 484, 681, qui sont des mutations clés. Il y a des délétions aussi en 69-70, 142, 144, 244, 245, qui sont toute une série de mutations observées sur la spike, dont l'impact a probablement un effet cumulatif lorsqu'elles s'additionnent, et c'est pour ça que de nouveau, comme c'est le variant Afrique du Sud qui présente le plus de modifications, c'est lui qui est le plus loin, mais sur la base d'un virus émergent comme le virus indien, par exemple, hein, qui combine 484 et 452, c'est très difficile en l'absence de données robustes de pouvoir inférer simplement sur la base de ces mutations, ce qu'elles signifient en termes de niveau de transmission et de niveau d'échappement immunitaire. Donc pour cela, il est nécessaire d'avoir une surveillance étroite. Cette surveillance, elle est en place en France avec les PCR de criblage qui permettent d'orienter très rapidement sur la détection de mutations et le séquençage où on essaye de séquencer aujourd'hui à peu près 5% de l'ensemble des virus qui sont détectés en France avec un séquençage sans a priori, de façon à ce qu'on ait vraiment un panorama complet de tout ce qui se passe. L'évolution des virus est quelque chose qui reste très difficile à prévoir, on ne sait pas faire, mais comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de convergence évolutive, ce qui représente en fait une espèce de course aux variants qui présente le meilleur fitness. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui avec les propositions aux variants le plus fit, ou est-ce qu'il y a encore des évolutions résiduelles? J'ai un avis là-dessus, qui est que c'est probablement terminé en termes d'évolution, mais seul l'avenir nous permettra de le dire et je suis très humble et il est parfaitement possible que je me trompe, mais j'espère ne pas le faire. Voilà, diapositive suivante. Ce sera juste pour remercier les gens qui travaillent avec moi, à la fois dans le labo au CIRI, à FIRPAT, et puis au Centre national de référence, parce que c'est quand même des gens qui, depuis 1 an et demi, ont un rythme de travail effréné, et je leur en suis très, très reconnaissant. Merci beaucoup. Je suis prêt à répondre à vos questions, madame.